Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard social sur Equinox Télévision. Il est né le 1er octobre 2020 dans une localité secouée par des troubles socio-politiques. Toute chose qui a poussé la maman du bébé donc à ne pas respecter le calendrier des visites prénatales. Et du coup, l'enfant est né avec des malformations congénitales. Les experts des questions de santé appellent ça les pieds-bottes. Madame, Monsieur, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Nos invités sont déjà sur ce plateau pour ce qui est de cette première partie. Les invités qui vont nous expliquer de quoi il est véritablement question ce soir. Mais c'est un cas social que vous aurez l'occasion de découvrir non seulement en première partie, mais également dans le reportage qui vous permettra également de savoir dans quel environnement vit donc ce couple, le jeune couple qui retient notre attention ce soir. Samuel Miché Kikwe, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Vous êtes infirmier supérieur et aide-chirurgien. Vous travaillez pour l'hôpital adventiste de Buea. C'est ça. Merci d'être venu. Merci aussi. C'est pas vous le malade, il faut le rappeler. Oui. Ce n'est non plus vous le papa de l'enfant. Oui. Voilà, vous êtes venu accompagner Akwando Brenda. Good evening. Good evening. Welcome. Thank you. Where are you coming from? From Econa Town. Econa Town, Yes, sir. on Southwest. Yes, sir. Thank you. Alors, c'est vous le maman du petit Abanda et vous vous êtes âgé de 18 ans. Yes, sir. Thank you. Alors, dites-nous, c'est vous qui avez accueilli cette jeune mère dans votre formation hospitalière. Dans quelles circonstances était-elle? Voilà. C'était un 30 septembre. Elle est arrivée. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'elle quitte Econa, vous savez, pour ceux qui connaissent la zone anglophone, le sud-ouest, les dimanches qui précèdent le lundi sont souvent compliqués en fait. Parce qu'il n'y a pas souvent des voitures à une certaine heure. Et lorsqu'elle commence à se sentir mal à l'aise, fatiguée, les contractions qui commencent, elle décide donc avec son jeune mari de se rendre à Buea, dans la ville. Et elles arrivent à Moliko. Ils arrivent à Moliko. Moliko, c'est un quartier de Buea. Alors, il faut déjà rappeler que la localité où ils étaient, je veux dire, leur village, n'a pas de structure sanitaire à proprement dit. Si, il y a une structure sanitaire, mais ce n'est pas comme celle qui se trouve dans les villes, Oui. comme chez nous par exemple, comme à l'hôpital adventiste de Buea. Elle arrive à Moliko, et quand elle arrive à Moliko, elle se retrouve dans une clinique. Et dans cette clinique-là, elle rencontre un médecin et des infirmiers qui lui font comprendre que bon, pour ton cas, il faut que tu aies une somme de 250 000 pour une opération. L'argent qu'elle n'avait pas, l'argent que même son mari n'avait pas. Oui. Alors, il rencontre donc une sœur qui leur fait comprendre que il faut que vous vous rendiez à l'hôpital adventiste de Buea. Généralement, on appelle 7 Days Hospital. Yes. Voilà. Alors, ils prennent un taxi et ils arrivent à l'hôpital. C'était dans la nuit qu'ils arrivent à l'hôpital. Et c'est là qu'ils me rencontrent, ils me trouvent ce soir-là. Oui. Voilà. Alors, vous observez une fille de 18 ans qui arrive, qui dans un état Fatigué. fatigué parce qu'elle aura marché. Elle aura marché. Distance, Voilà. plusieurs kilomètres. Des Kona jusqu'à Buea. Elle a marché avec son mari des Kona jusqu'à Buea. Elle était vraiment fatiguée. C'est au niveau de Moliko qu'ils ont pu trouver un taxi qui les a conduits à l'hôpital. Voilà. Alors, lorsqu'elle arrive à l'hôpital, elle est en travail déjà? Ou alors, Non, il fallait encore attendre? Il fallait encore attendre. Il fallait encore attendre parce qu'elle sent des petites douleurs. Oui. Oui, mais elle n'est pas encore entrée en travail proprement dit. Donc, je l'installe dans une chambre et en attendant le travail. Maintenant, quand je regarde, je prends son cahier, parce qu'elle avait un cahier quand même avec elle, je me rends compte quand même qu'elle avait fait une visite. Une visite, mais ce n'était pas approfondi en fait. Vous savez, dans la localité, avec ce qui se passe là-bas, les choses ne sont plus faites de manière normale. Ce n'est pas facile là-bas. Voilà. Je me rends compte qu'elle a fait quand même une visite, c'était la 4e, 5e semaine, quelque chose comme ça. Et il n'y avait pas
n'y avait pas de, elle n'avait pas fait d'échographie. Elle avait fait, je crois qu'elle avait fait un seul examen, VIH, quelque chose comme ça. Voilà. Et je l'amène donc en salle d'accouchement pour l'examiner. Je finis de l'examiner et j'essaie un peu de causer avec elle. Ce qui s'est passé dans la zone là où elle était. Alors quand je l'examine, je prends les paramètres vitaux, tout était normal, la pression, la tension artérielle était normale, même la température était normale. Et même le bruit du cœur fœtal, les BDC, tout était normal. J'ai fait le toucher, je me rends compte qu'elle me rend compte qu'elle est juste à 1 cm. Je lui dis de rentrer en salle. Et elle part en salle. Toute cette nuit-là, ça va, elle était là, elle était couchée et tout. Le lendemain. Alors, lorsque vous discutez avec elle, elle vous présente la situation environnementale de son village. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'elle habite où? Elle fonctionne avec qui? Est-ce qu'elle est avec les parents ou elle est avec des voisins? Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que sa maman est morte lorsqu'elle est née. Ça, c'est des explications qu'elle me donne. Sa maman est morte quand elle est née. Et son mari, son petit ami, son papa vit, mais il ne s'occupe pas de lui. Même la maman, c'est-à-dire, à cause de la situation qui se passe, ils sont presque dispersés. Abandonnés. Voilà, Ouais. Ils sont abandonnés même à eux-mêmes. C'est un jeune homme qui avait une boutique de ce côté des Kona et qui a été brûlé. Parce que c'est là où il gagnait son petit pain. À la suite de tout ce qu'on sait. À la suite, voilà, c'est ce qu'on sait. Ça a été brûlé. Donc, ce sont des personnes qui vivent seules. Ils se battent comme ça. Et c'est parce qu'ils ne pouvaient pas rester dans cette zone avec la grossesse de cette fille qu'ils ont forcé et ils sont arrivés chez nous. Donc, voilà un peu sa situation familiale. Alors, c'est une jeune dame qui arrive bien fatiguée pour avoir parcouru quand même des kilomètres, vous l'avez oui. évoqué, Oui. et avec je veux dire le papa de son enfant, qui est sans moyens. Oui. Il est venu à Boya, s'est débrouillé également. Le Oui. peu d'argent qu'il a pu avoir, c'était pour acheter les vêtements de l'enfant. Voilà, les petites choses. Maintenant, quand ils arrivent chez nous, il n'a pas de sac, en fait. Il arrive chez nous, il n'a pas de sac, il a juste un petit plastique. Il n'y avait presque rien du tout. Parce que lui-même, je ne crois pas qu'il s'attendait à ce qu'elle allait accoucher peut-être le 1er octobre. Il se disait peut-être qu'elle va venir comme ça, on va fêter 2-3 visites. Après, on va dire qu'on va rentrer à la maison. Mais c'est le lendemain, le 1er octobre, que je lui dis, mon frère, je crois qu'il faudrait que tu rentres chercher, enfin, que tu trouves le matériel, les habits de l'enfant et les choses comme ça. Ce qui s'est pas me fait comprendre que oui, il a ça, mais c'est qu'il a laissé ça à Icona. Je lui dis que, mais tu arrives ici avec une femme enceinte, tu laisses les choses à Icona, comment? Il me dit qu'il est confus et choses comme ça, les problèmes et tout. Alors, c'est la première grossesse voilà. de Brenda. Oui, oui. Et lui également, il est papa pour la toute première fois de sa vie. Toute une fois de sa vie. Dans un environnement secoué par ce qu'on peut imaginer. Oui. Et aujourd'hui, alors, elle finit par accoucher. Avant d'arriver à ce niveau, je voudrais quand même souligner quelque chose de très important. Oui. Parce que le 1er octobre, vous savez, c'est la journée, c'est l'indépendance des zones anglophones, là-bas chez eux. Quand il demande de rentrer, ce jeune homme quitte de l'hôpital adventiste de Boya. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent la zone, jusqu'à Icona à pied. C'est un peu comme quitter d'ici, arriver à, je peux dire, Souza ou Banga, quelque chose comme ça. C'est vraiment loin. Il est quitté à 7 h du matin et il est arrivé, il est arrivé à l'hôpital autour de 22 h ce 1er octobre. Et ce jour-là, ce n'était pas facile dans la zone. Quand je dis pas facile, vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Voilà. Pas facile dans la zone, mais il a couru ce risque-là. Il est parti, il a pris le matin, il est revenu à l'hôpital. Dans la nuit, il avait des blessures aux pieds. Il était très fatigué. Maux de tête, c'était même pas facile. J'ai dû lui donner des Doliprane pour qu'il s'en sorte un peu. D'accord. Alors maintenant, le cas de la maman, jeune mère, Oui. une primipare, comme les spécialistes appellent généralement, Oui. qui accouche son bébé. Et lorsque vous voyez l'enfant, vous l'explorez, vous découvrez qu'il a quelques difficultés. Oui. En fait, c'est aux environs de 22 h 45 par là qu'elle finit par accoucher l'enfant. Quand je retire l'enfant,
je me rends compte que l'enfant, justement, les pieds beaux, en fait. Sans vous mentir, depuis que je travaille à l'hôpital, c'est la toute première fois que je reçois ce genre de... que je vois ce genre de choses. Enfin, que je fais accoucher une femme et l'enfant vient comme ça. Voilà, vient comme ça. Et la première chose que je fais, j'enlève je sépare l'enfant du placenta de la maman. J'appelle une de mes collègues. Je lui demande de regarder l'enfant, de faire les aspirations, si l'enfant a bu de l'eau, les choses comme ça. Elle finit de faire tout. Je n'ai pas fait des... Je n'ai pas tiré pour voir des choses comme ça. J'ai laissé l'enfant, j'ai appelé un de mes médecins qui est venu constater. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a habillé l'enfant et on a fait la révision de la femme et tout. Vous n'avez pas dit à sa mère comment était l'enfant? Elle a vu. Elle a vu. Elle a vu. Et quel était son état? Elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer. Et voilà. C'est très difficile. Je finis de faire la révision utérine et ma collègue finit d'habiller l'enfant. Je sors, j'annonce au papa que bon, tu as accouché d'un très beau garçon, très beau garçon. Mais là, je n'annonce pas la nouvelle. Dès que ma collègue finit de faire ce qu'elle avait aussi à faire, je la ramène en salle. J'appelle donc le médecin, il revient aussi. C'est là où on annonce la nouvelle que bon, l'enfant est né. Le papa de l'enfant. L'enfant est né et voici la situation. Et lui aussi s'est mis en larmes. Il s'est mis en larmes. On essaie de le réconforter un peu. Que bon, ce sont des situations qui arrivent, mais cela peut être remédié. Mais il faut une prise en charge, comment on dit ça? Élastique. Voilà. Il faut aussi perdre le temps avec ce genre de cas, parce que quand l'enfant grandit et tout, les os se réconfortent, ça devient plus compliqué et plus cher. Je lui demande alors que, mais est-ce que vous avez eu à faire, qu'est-ce qui s'est passé pour que même une seule échographie, vous n'avez pas eu à faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, c'est là où il me raconte un peu sa vie, il brûlait la boutique, les moyens, il n'y avait pas, la grossesse a évolué comme ça. Donc elle a évolué avec sa grossesse à la maison, sans chercher à... Voilà. Faute de moyens, elle n'est pas allée à l'hôpital, véritablement, pour un suivi médical. Voilà. Elle se retrouve avec un enfant qui a des pieds-bottes. Voilà. Oui. Voilà. Oui. Elle se retrouve un enfant qui a les pieds-bottes. Et ils font à l'hôpital 2 jours. 2 jours. On fait de notre mieux pour leur apporter notre soutien, pour les réconforter. Alors lorsqu'on leur demande de rentrer à la maison, je demande à son mari, alors, qu'est-ce que vous allez faire dans cette situation? Allez-vous laisser l'enfant comme ça? Comment ça va se passer? Alors, cette question, moi, je vous la pose là maintenant, Oui. parce que l'enfant se trouve quand même à l'hôpital. Vous constatez cette déformation. Oui. Pourquoi vous ne trouvez pas la solution à l'instant? En fait, vous savez, pour ceux qui connaissent notre hôpital, c'est un hôpital privé. Et il n'y a pas un médecin s'occupant de ce genre d'enfant, chez nous, il n'y en a pas. Et ce qui se passe donc, c'est que, étant donné que nous-mêmes, on a eu des petits soucis avec notre directeur qui était aussi décédé, c'était un peu compliqué chez nous. Je décide, moi particulièrement, en tant qu'infirmier supérieur, je décide de prendre les devants de la chose. Moi, j'ai décidé de prendre les devants de la chose, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. Voilà. C'est là où j'informe, je dis à son mari qu'il faut qu'on trouve une solution par rapport à ça. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe... Parce que quand ils font 2 jours chez nous, oui. Parce que quand une femme accouche chez nous, après c'est 2 jours d'hospitalisation pour regarder l'enfant, comment l'enfant évolue et tout.
Bon, étant donné que nous-mêmes chez nous à l'hôpital, avec la crise aussi, pas beaucoup de moyens, c'est là où je décide, je parle avec la famille, je dis, bon, comme c'est comme ça, est-ce que vous pensez qu'on peut trouver quelqu'un, un membre de votre famille, s'il y a quelqu'un qui peut vous venir en aide par rapport à la situation, pour remédier à ça? C'est là où il me fait comprendre que, bon, le père de la fille vit encore, on va essayer de le contacter pour que si on peut trouver un peu de moyens pour régler ça. Alors, je parle de l'état physique de l'enfant. Oui. Ça fait un peu plus d'un mois aujourd'hui qu'il est né. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de conséquences là maintenant? Parce que si on n'a pas encore trouvé la solution jusqu'ici. Je crois que c'est gérable. À 1 mois, 2 semaines, je crois qu'on peut encore faire quelque chose pour que l'enfant marche, en fait, je crois. C'est vrai que quand ils sont là à la maison, je ne l'ai plus revu. Ils sont seulement revenus vers moi pour la circoncision. C'est quand je finis de faire la circoncision de l'enfant que c'est là où je dis que non. Si les gens se rendent comme ça, sans que je ne fasse quelque chose, c'est compliqué. Alors, lorsqu'ils quittent l'hôpital pour rentrer, ils vont où? Puisqu'ils n'ont pas de maison à Buea. Ce qui se passe, c'est qu'il était question qu'ils rentrent à Ekona et Konatan. Ils ont une tante. Ils ont une tante qui vit juste derrière Congé-Cam. C'est là-bas ils sont allés rester. En attendant de trouver... Parce que lui, il se bat, il fait des chantiers, il fait des petits jobs. Question de trouver un peu les moyens, s'ils peuvent louer une chambre pour rester ensemble. Voilà, c'est comme ça. Oui. Maintenant, il faut avouer qu'elle est à la maison, s'occupant de l'enfant, lui sortant. Il faut avouer que quand je suis arrivé même chez eux, j'ai trouvé même l'état de là où ils habitent, ce n'est vraiment pas évident. Je n'ai pas trouvé même un réchaud à pétrole où on pose le feu. Je vous assure, je ne sais pas comment ils font pour manger, pour survivre. Je ne sais pas, je ne suis pas avec eux au quotidien. Mais je peux quand même vous avouer que c'est une situation très très compliquée. Pour les personnes venant des Kona, arriver à Buea comme ça, ce n'est pas évident. Est-ce que vous percevez une certaine naïveté lorsque vous parlez avec elle, par exemple? Cette naïveté? Oui. À 18 ans, qu'est-ce que vous pensez? 18 ans, qu'est-ce que vous pensez? C'est une enfant. C'est une enfant. Et oui, je crois qu'il y a beaucoup de choses encore qu'elle ne comprend pas. Oui. Comme dans sa posture d'une mère aujourd'hui, de jeune mère carrément, parce qu'elle n'avait jamais connu ça. Aujourd'hui, elle est obligée d'entretenir un bébé. Peut-être même comment est-ce qu'elle le fait? Vous lui avez donné des conseils quand même? Peut-être même c'est à cause de cette crise-là, dans cette situation. Je me dis que si tout allait bien, certainement cette fille sera à l'école en train de fréquenter. Mais la situation et tout ce qui se passe là-bas, elle n'est pas la seule. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent, j'ai fait accoucher 18 ans, 17 ans, 20 ans à Buea. Okay. Oui. Quand vous la regardez, vous voyez son visage. C'est les enfants. D'accord. Alors, je voudrais déjà vous remercier d'être venu sur ce plateau, partager avec nos chers téléspectateurs, puisque c'est vous qui avez vécu les premiers moments de la naissance de ce bébé. D'abord, sa venue au monde et la découverte de ce qu'on observe également ce soir, c'est-à-dire un bébé qui naît avec les pieds bottes. Donc aujourd'hui, il faut trouver la solution au plus vite afin que les choses ne se compliquent pas, parce qu'au fur et à mesure que le temps passe... C'est pour cela que... Parce que quand ils viennent vers moi pour la circoncision, je me rends compte que si on laisse ça comme ça, c'est compliqué. C'est là où je dis qu'est-ce que je fais? Je fais donc appel à vous. Je fais appel à vous, je me dis que si j'appelle à vous, c'est tellement... le Seigneur peut faire en sorte que j'ai une réponse positive pour aider ces jeunes enfants. Vous avez un début de réponse, justement, un début de réponse à votre sollicitation. Merci. Puisque vous êtes déjà sur le plateau de regard social, elle également, et le bébé aussi, surtout, puisqu'il faut... trouver la solution à son problème au plus vite. Merci d'être venu. Vous êtes Samuel Miché Kigwe. Voilà. Vous êtes infirmier supérieur et aide chirurgien. Voilà. Vous travaillez pour l'hopital Adventiste de Buea. Merci également. Vous êtes avec Brenda, également son papa qui est dans les parages, qui est avec nous. Donc nous allons vous inviter à marquer une pause
découvrir également la vie, le quotidien de cette petite famille à Boya, où ils ont choisi en tout cas de rester juste après la naissance de cet enfant. Ce n'est pas le chez eux, mais ils ont quand même un domicile, une maman qui les a accueillis pour quelques jours. Et après, il faudra trouver un endroit où habiter et peut-être aussi beaucoup plus de moyens pour prendre en charge cet enfant. C'est dans un reportage qui a été filmé avec la caméra de Derry Diator et monté avec le doigté magique de Danny Warren. Juste après, nous allons accueillir nos experts. Ce bébé qui pleure est né le 1er octobre 2020 à l'hôpital adventiste de Boya. C'est dans la région du sud-ouest Cameroun. Issu d'une union de presque 2 adolescents, bébé Abanda, conçu à Ekona Town, un environnement perturbé par la crise anglophone, est ressorti du ventre de sa mère avec une malformation au niveau de ses membres inférieurs. Il m'a fait comprendre qu'il venait de Kona et là-bas, c'est là-bas que les contractions ont commencé. Et il n'y avait pas de taxi, il n'y avait rien du tout. C'était vraiment très difficile. J'ai remercié Dieu parce que ils ont quand même pu arriver à l'hôpital pour qu'on puisse les prendre en charge. Par la grâce de Dieu, elle a accouché. Alors quand l'enfant est sorti, je me suis rendu compte, ma collègue et moi, que l'enfant avait les pieds beaux. Vous connaissez les pieds beaux lorsque les pieds regardent de l'intérieur. Et la particularité de cet enfant, c'est que non seulement les pieds, même les genoux. Ça m'a fait très mal quand j'ai vu la situation. Et j'ai essayé de parler avec le père du gars, j'ai essayé de le calmer parce qu'il était en larmes quand il a vu l'état de son enfant, même la fille, elle était en larmes. J'ai essayé de les consoler en leur faisant comprendre que ça va aller. Comme l'enfant est encore petit, on peut remédier à la situation. J'ai essayé de les calmer. J'ai même essayé de tirer un peu les pieds pour voir si c'est possible. Je me suis rendu compte que c'est effectivement possible. Avec la médecine qui évolue aujourd'hui, ce sont des choses qu'on peut remédier. Âgée de 18 ans, la jeune mère, presque immature, peine à se retrouver dans la posture de maman. I feel bad, very bad. I feel bad. Sometimes I look at food so I should not cry. So I feel very bad whenever I cry concerning the food. Very bad. I feel pain in my heart. Je sens mal, et très mal. Parfois, je regarde les pieds de l'enfant et je ne peux m'empêcher de pleurer. Whenever I touch the food, the pikin dey over cry. Chaque fois que je touche ses pieds, il pleure énormément. J'ai même essayé plusieurs fois de les redresser, mais ça n'a rien donné. L'enfant pleure tellement.
When labor be do me, I come for Boya. We come meet up before the house. So we go hospital, I go born. I say a picky food be there, so let him be overhaul me. Because for the suffer I don't pass through, for the belly, for the picky. Le personnel médical qui l'a accueilli à l'hôpital adventiste de Boya fait savoir que cette grossesse, arrivée à terme malgré tout, n'a pas suivi le cursus normal. Quand j'ai regardé son cahier, je me suis rendu compte qu'elle n'avait que fait une seule visite. Elle n'avait fait ni échographie, rien du tout. Et quand j'ai essayé d'aller en profondeur, je me suis rendu compte que ce sont les gens qui venaient de Icona. Et vous tous, vous connaissez la situation que nous traversons ici dans le sud-ouest et dans le nord-ouest, ce n'est pas facile. Le papa du bébé, âgé de 22 ans, parti d'Icona Town, en laissant sa petite amie enceinte toute seule pour se chercher à Boya, n'a pas été de tout repos durant son séjour. Non seulement qu'il a effectué un véritable périple à pied à cause du 1er octobre dans cette partie du pays, mais également la moisson de sa débrouillardise à Boya ne lui a pas permis de régler toutes les factures à l'hôpital lors de la naissance de son bébé. There will be that 1st October where that means no more to waka. I waka from 7 days food. Le 1er octobre, j'ai beaucoup marché parce qu'il n'y avait ni voiture ni moto. Food with to me and my small man. We go take emergency car because we no be there. That means I be just confused. I no be know what to do. J'ai marché de Boya à Mounia et de Mounia à Icona pour me procurer la layette parce que ma femme allait accoucher. I carry some of the calculations, I no carry all. So I carry and I come back. The socks will come off for Icona. Food again can't enter for 7 days. From there now, it deliver safely. Once it picking gate. Je supplie toutes les âmes de bonne volonté de bien vouloir nous venir en aide, ma femme et moi. Then it be sick way. Hot malaria, we nearly to die. Like I've lost them too, so I've lost the mommy, I've lost the pikin. Then I got help, so I struggle, so I save them too. L'engagement du couple à faire le tour des familles dans la capitale régionale du Sud-Ouest n'aura pas porté de fruits, leur permettant la prise en charge du bébé malade. La rencontre de ce jeune couple avec l'équipe de Regard Social est selon eux un début de solution à leurs problèmes. À cet effet, il vaut tant de... Presque 2 adolescents bébés, on pourrait parler ainsi pour illustrer un peu la situation que nous vivons en ce moment avec ces 2 jeunes gens qui finalement ont eu un enfant à l'issue d'une relation dans un environnement impropre, comme vous allez d'ailleurs, vous l'avez constaté, et aussi à la suite des témoignages qui ont été déjà faits sur ce plateau. Nous allons accueillir nos invités, nos experts, Dr Manto Pauline, épouse Fando. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes chirurgienne pédiatre, chef de service de chirurgie pédiatrique à l'hôpital La Quintini de Douala. Tout à fait. Merci d'être venue. Vous êtes une maman et vous avez regardé le reportage et le témoignage aussi. A priori, c'est quoi votre réaction? Merci de m'avoir invité et bonsoir à tout le staff. En fait, en tant que maman, c'est toujours un peu peiné qu'on observe le reportage. Toujours parce qu'on se dit, voilà, quand on a passé 9 mois de grossesse, on s'attend forcément à des bonnes nouvelles. Mais néanmoins, la science a évolué, donc on ne perd pas espoir. D'accord. Merci d'être venu sur ce plateau. Docteur Honoré Mapi de Balzac, bonsoir. Bonsoir Flavien, bonsoir à tous les co-panélistes. Toujours prompt à répondre présent lorsqu'on parle de nourrissons. Voyez-vous, je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien. C'est exact, ça fait toujours plaisir d'apporter de la lumière, d'apporter du réconfort et d'apporter notre petite expertise, notre petite connaissance dans la connaissance
des problèmes posés sur ce plateau, sur cette chaîne. D'accord, merci également d'être venu. Et comme Adolphe, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes psychologue et clinicien. Voilà, et vous avez une autre casquette, psychomotricien en même temps. Également d'être venu aussi ce soir pour partager avec nos chers téléspectateurs. Et en face de vous, il y a une autre dame, Niecho Joséphine Aimé. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Flavien. Vous êtes kinésithérapeute. Très bien. Voilà. Vous avez également une formation, une expertise dans la prise en charge des pieds-bottes. C'est ça. C'est la raison pour laquelle vous êtes invité ce soir. Ah ouais. Vous nous direz un peu comment est-ce qu'on fera pour résoudre le problème de cet enfant. Et combien d'autres bébés aussi qui sont dans cette même situation, qui n'ont peut-être pas eu la chance de passer dans ce programme. Avec, à partir de ce que vous aurez à dire, les parents sauront déjà où les amener aussi. Allez, on va le savoir. Alors, docteur Manteau, vous êtes concerné au premier chef, on va le dire. En effet. De quoi souffre cet enfant? À côté déjà de ce qu'on a pu dire, maintenant de façon scientifique, de façon, bref, de tout ce que vous savez. En fait, ce nourrisson de 1 mois, 1 semaine présente une malformation complexe. Elle est quand même complexe parce qu'elle affecte à la fois les articulations, à la fois le plan neuromusculaire et puis les noyaux fibreux. Ça veut dire que la prise en charge, c'est une prise en charge qui est progressive. Donc il faut prendre du temps et respecter toutes les étapes afin que le membre qui est en croissance ne soit pas trop, soit hypo-corrigé, soit hyper-corrigé. Donc c'est une malformation effectivement qui est une urgence orthopédique néonatale. Donc la prise en charge doit être très précoce. Bon, les étiologies sont très peu conventionnelles. On n'est qu'au niveau des hypothèses. Déjà, il y a ces malpositions intra-utérines qui ne sont pas définies, qui ne s'expliquent pas. Deuxièmement, il y a certaines pathologies, certaines femmes par exemple qui présentent une hypertension pendant la grossesse, elles peuvent être exposées. Et puis il y a d'autres facteurs externes qui sont exogènes qu'on ne maîtrise pas particulièrement. Bon, le diagnostic peut être anténatal. C'est l'avantage de l'échographie et du suivi qu'on demande aux mamans. C'est qu'au cours de la grossesse, à partir du 2e trimestre, en faisant une échographie obstétricale, on peut remarquer qu'il y a déjà une déformation du pied. Ça permet d'anticiper, ne serait-ce que sur le plan psychique, et puis la conception de son bébé à la naissance, et aussi sur le plan thérapeutique. Pourquoi? Parce que ça initie déjà une prise en charge orthopédique pédiatrique précoce. D'accord. Nous allons parler de la prise en charge tout à l'heure et davantage comprendre aussi. Docteur Emma, puis j'aurais dû commencer par vous parce que lorsqu'une femme enceinte, c'est vous qu'on voit en premier, vous, gynécologue obstétricien. Oui, c'est vrai, c'est nous qu'on voit en premier. Je vais déjà dire que c'est très douloureux parfois de rencontrer ce genre de situation. Nous, dans notre discipline, on est toujours en joie parce qu'on est toujours avec des bébés qui... des accouchements, ça fait toujours plaisir, mais il y a quand même des situations pour lesquelles on verse quand même des larmes, comme c'est le cas ici. Bien. Maintenant, un bon suivi de la grossesse permet parfois d'anticiper sur certaines choses. Et Dr Manteau le disait tout à l'heure. Ça passe parfois par des échographies qu'il faut pouvoir faire, par l'examen clinique de la femme, permet de savoir si la grossesse évolue tout à fait normalement, mais également faire des échographies. Je vais signaler que théoriquement, il faudra environ 3 échographies. Une première échographie au 1er trimestre qui permet de faire un bon diagnostic. Une deuxième échographie qu'on appelle l'échographie morphologique qui permet de détecter un certain nombre de malformations, parmi lesquelles celle-ci, celle que nous avons actuellement, et l'échographie de 3e trimestre qui permet de rattraper certaines choses. Malheureusement, toutes ces échographies ne sont pas faites pour plusieurs raisons. Soit parce qu'on est dans un coin reculé comme ici où on n'a pas tous les spécialistes, on n'a pas tous les médecins dans des coins, reculé encore que là où c'est pas si reculé que ça. Ça, c'est le drame de notre pays. Ou aussi simplement parce qu'on n'a pas d'argent, ou bien on est en ville, on a l'argent, mais on fait ces examens par des personnes qui ne sont pas qualifiées, qui n'ont pas fait la formation pour pouvoir faire des diagnostics. Parce qu'il faut se le dire, l'échographie, ce n'est pas mettre la sonde et de balayer comme ça, comme beaucoup de gens le font. C'est une étude, c'est une école. Il faut faire une école de ça pour connaître quels sont les diagnostics. Comment est-ce qu'on va diagnostiquer telle malformation? Comment est-ce qu'on va diagnostiquer telle autre chose? Ainsi de suite. Donc, c'est quand même une école
qu'il est important de faire et de ne pas se donner à n'importe qui, celui qui n'a pas une bonne connaissance de ces choses-là. Voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles on peut aboutir à des situations pas gaies, comme celle que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Il était possible de découvrir tout cela si jamais ces échographies avaient été faites pendant la grossesse. Les malformations osseuses et articulaires se dépistent à 70-80% quand elles sont majeures et environ 20% quand elles sont mineures. Donc, il était bien probable d'anticiper. C'est vrai, même si on avait diagnostiqué, on n'aurait peut-être pas fait quelque chose, mais Dr Manteau l'a dit tout à l'heure, on aurait anticipé, au moins sur le plan psychologique, préparer les patients, préparer la maman à ce qui pourra arriver à son enfant, à quel genre d'enfant est-ce qu'elle va avoir, mais également aussi sur le plan thérapeutique. Oui. Alors, Adolphe, est-ce que l'environnement, je parle bien entendu de ce qui se passe, la localité qui accueille bien entendu ce jeune couple, on parle d'Ekona qui est dans la région du sud-ouest, est-ce que la situation sociopolitique qui se déroule là-bas peut avoir un impact sur l'enfant qu'on a aujourd'hui, d'abord les parents et le type d'enfant qu'on a finalement à l'accouchement, même s'il y a quand même un volet respect des visites prénatales qui n'est pas respecté également? Disons que dans le récit qui est fait par l'infirmier, les événements qui ont précédé l'accouchement, on voit bien que la maman, la mère et le père de l'enfant ont dû faire face à un certain nombre de difficultés qui pourraient être considérées comme des difficultés supplémentaires ou surajoutées sur l'état même de la jeune fille qui est enceinte et sur le point de donner naissance et qui est enceinte pour la première fois, qui ne sait pas trop comment ça va se passer, qui est peut-être anxieuse déjà par rapport à ça, et qui n'a pas autour d'elle un environnement serein, un environnement qui la rassure, un environnement qui lui donne le sentiment que les choses iront bien. J'imagine que durant ce parcours, de là où elle était jusqu'à l'hôpital ou au centre, ou la clinique où elle a été reçue, elle a dû se poser 1001 questions et traverser 1001 inquiétudes. Rien n'était sûr en ce moment-là. Donc oui, sur le plan psychologique, le contexte environnemental dans lequel elle s'est trouvée au moment de donner naissance à son fils a été probablement quelque chose qui l'a énormément stressé. Et là, c'est sur le plan psychologique, mais aussi nous avons suivi dans le reportage que c'est une personne qui ne bénéficiait pas, à cause du contexte justement sociopolitique, qui n'a pas bénéficié des soutiens qu'un jeune couple, si je peux exagérer en parlant de couple, parce qu'on pourrait voir que on peut questionner cette notion de couple dans cette situation, mais ils auraient pu bénéficier du soutien par exemple de leurs parents, qui n'étaient pas là, dans un cas parce que la maman était, si j'ai bien suivi, décédée, et dans l'autre, le père qui n'était pas présent à cause de la crise. Donc c'est deux jeunes qui ont dû se débrouiller tout seuls, n'ayant aucune expérience d'une telle chose. Alors, difficile justement de voir deux jeunes vivre dans cette situation. On a vu quand même, puisqu'ils se retrouvent à Buea aujourd'hui chez une connaissance qui leur accorde quand même un peu d'espace après l'accouchement. Joséphine Aimé, je vous appelle comme ça pour faciliter la conversation, mais vous qui êtes experte en prise en charge, dans la prise en charge en tout cas des pieds-bottes. Vous avez déjà vu ce genre ou alors il y a d'autres types de pieds-bottes que vous maîtrisez? Parlant des pieds-bottes, il existe plusieurs types de pieds-bottes. Donc comme le docteur l'a si bien dit, sur le cas particulier de l'enfant, on a, je vais pas dire de façon précise qu'il s'agit peut-être d'un cas syndromique, mais je vais plutôt dire qu'il s'agit d'un pied-bot secondaire. Donc maintenant, le docteur va nous dire, quand on dit secondaire, ce sera secondaire à une autre pathologie.
Mais ça, je ne peux pas dire exactement de quelle pathologie le pied-bot est secondaire. Mais c'est des cas assez vulgaires que je rencontre chaque jour au quotidien. Mais est-ce que c'est des cas qu'on prend facilement en charge? Je veux dire, la prise en charge du pied-bot, quand il s'agit d'un pied-bot secondaire, la prise en charge du pied-bot n'est pas... la prise en charge du pied-bot n'est pas la priorité, quoi. En fait, il faut voir d'abord quelle est la pathologie qui est à l'origine de ce pied-bot pour voir est-ce qu'on pourrait pallier à cette pathologie d'abord et le pied-bot après. D'accord. Alors, Dr Emapi, ça peut être dû à quoi, ce type de pied-bot que l'on découvre aujourd'hui? Elle a totalement raison. Lorsqu'on fait ce diagnostic à l'échographie, on est amené à chercher plusieurs choses. Il peut s'agir d'un pied-bot qui est unilatéral, qui s'agit d'un seul côté. Là, on va aller chercher au niveau neuronal. On va regarder par exemple s'il n'y a pas un spina bifida. Bon, chez cet enfant, il n'y en a pas. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'un pied-bot des deux côtés bilatéral, il faut rechercher d'autres anomalies, par exemple au niveau du cœur. Là, nous allons beaucoup insister au niveau du cœur de l'enfant et s'assurer s'il n'y a pas de malformation. Cela peut être associé à d'autres malformations d'autres organes qui peuvent être du genre de ce qu'on appelle une trisomie 18. C'est-à-dire ce sont des anomalies des chromosomes. Les chromosomes, c'est ce qui constitue l'être humain. Bien, maintenant, lorsque tout ça, on n'a rien retrouvé, bon, je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est la raison pour laquelle il faut regarder quelle est l'étiologie. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose au-dessus de ces malformations? Lorsque ce sont des malformations simples, bon, ok, il n'y a pas de problème. Oui. Alors, docteur Manteau, c'est des questions que vous posez puisque vous voyez l'enfant lorsqu'il est né. Quand le gynécologue a tout fait, je crois, après les visites et autres, lors de la naissance, vous constatez et vous posez des questions. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de la malformation? En effet, dans les cas de pied-bot, varus équin bilatéral, dans 80%, ils sont idiopathiques. Quand on dit idiopathique, c'est-à-dire il n'y a pas une cause définie. C'est souvent des syndromes, donc des dysmorphies qui s'installent au cours de la croissance de l'enfant. Et comme je dis plus tôt, parfois quand on fait même les échographies obstétricales, on se rend compte que le contenu est contenant, il y a une sorte de réduction d'espace. Ça veut dire que l'enfant garde des attitudes un peu vicieuses qui plus tard, sachant que les membres de l'enfant sont hyper flexibles, donc durant la grossesse, vu l'espace qui devient réduit au fur et à mesure que l'enfant grandit, l'enfant peut se retrouver dans une situation où il est coincé et les membres continuent à croître dans cette position-là. Ouais. Ça peut expliquer également que la maman peut avoir, du moins la circonstance peut être une dysmorphie intra-utérine. Bon, secondairement, justement, comme l'a dit le docteur Emapi, c'est qu'on peut avoir des pathologies associées, donc des malformations associées, notamment cardiaques, rénales, hépatiques. Donc, ce qu'on a à faire habituellement, quand on veut faire le diagnostic, on fait ce qu'on appelle un bilan lésionnel, donc bilan malformatif associé, en faisant tous ces examens pour explorer ces organes afin de détecter au moins s'il y a une pathologie associée qui peut compromettre le pronostic. Parce que l'enfant actuellement, son pronostic est plus fonctionnel. Il faut éliminer des pathologies qui vont le mettre en pronostic vital pour être sûr qu'il n'y a rien de plus urgent que sa déformation de membre. Et tout cela, il faut une batterie d'examens pour le découvrir, pour le savoir. Tout à fait. Déjà pour le diagnostic du pied-bot, avant 6 mois, c'est l'échographie. Parce que l'échographie nous permet de voir la disposition osseuse, puisque les os sont encore très cartilagineux. Donc ce n'est pas la radio qui nous aide parce qu'ils ne sont pas bien ossifiés. Donc à l'échographie, on peut voir exactement s'il n'y a pas de déplacement des os, vu la mauvaise position. Et secondairement, vers le 6e mois, l'idéal serait qu'on attende 6 mois parce qu'il y a début d'ossification. C'est là qu'on pourra faire des radios. Ça, c'est pour le pied-bot. Pour le bilan maintenant malformatif associé chez tout nouveau-né qui présente une malformation, on peut faire un bilan cardiaque, notamment une échographie cardiaque.
On peut aussi faire une radio du thorax pour être sûr qu'il n'y a pas une disproportion entre le volume du cœur et la cage thoracique. On peut faire une échographie abdominale pour éliminer des pathologies, puisque tout ça c'est la croissance, comme on a dit, c'est le tube neural qui progresse. Donc il y a aussi développement des intestins et consorts, il faut être sûr qu'il n'y a pas de malformation. Et aussi un bilan rénal, pour être sûr qu'il n'y a pas de malformation rénale associée. Pour le reste, sur le plan général, à l'examen de l'enfant, j'ai constaté qu'il a un piébovarus équin bilatéral et isolé. C'est-à-dire il a une déformation de ses deux pieds en dedans, dont les plantes de pied regardent en dedans, en avant. Et il y a une légère flexion au niveau du tendon d'Achille qui traduit une rétraction du tendon d'Achille, d'où le terme équin, comme le cheval. Donc la prise en charge justement doit tenir compte de toutes ces malformations et de toutes ces étapes afin d'aboutir à un résultat acceptable. Alors à ce niveau, il y a 1 mois, 2 semaines, tout est possible. Je veux dire, dans la recherche de la solution. En effet, il y a toujours une chance, surtout en pédiatrie, parce qu'ils grandissent tous les jours, donc on a la chance de rattraper souvent les dysmorphies, les déformations par des corrections, forcément pas chirurgicales d'emblée, habituellement orthopédiques d'abord, par des améliorations des postures, par des plates à répétition. Donc on fait des plates successives selon des méthodes qui sont connues sur le plan scientifique. Et avec l'évolution maintenant de la déformation, si on obtient des corrections progressives, c'est là où intervient un geste peut-être chirurgical pour libérer le tendon d'Achille, puis suit encore des plates. Et c'est une fois qu'on finit cette étape qu'on passe maintenant aux immobilisations par des orthèses, donc ce qu'on appelle des chaussures de nuit. On met uniquement pendant la nuit quand l'enfant est complètement relâché et on associe la kinésithérapie à ce moment. Alors, dans vos multiples consultations, c'est des cas que vous rencontrez régulièrement? Vous voulez des enfants avec des pieds beaux? Oui, pour ma petite expérience, depuis 1 an, 5 mois que je suis à l'hôpital La Quintini, j'en ai rencontré 7 cas. 7 cas? Tout à fait, qui sont dans le circuit de prise en charge, puisqu'en fonction du diagnostic, chacun a son étape de prise en charge. J'ai environ 5 sur 7 qui sont déjà au stade de semelle, donc des orthèses. Donc des chaussures, ils ont fini avec leur plate, leur ténotomie, maintenant ils sont au niveau des orthèses. Et c'est après maintenant qu'on fait, c'est-à-dire habituellement on veut qu'ils traversent au moins l'âge de 7 mois, 8 mois, donc presque la première année, pour commencer les mobilisations en kinésie. Parce que ce sont des mobilisations qui doivent être très prudentes et sachant qu'ils sont hyper flexibles, il faut éviter de le faire très précocement. Alors, Joséphine Aimé, vous intervenez à quel moment? Lorsqu'on a fini de faire ce diagnostic, on a posé le diagnostic, on sait de quoi il est question, ou alors la cause principale même des pieds beaux? Nous, on va intervenir, bon voilà, je vais aller un peu à l'encontre du docteur Monteau. Nous, on intervient dès que le diagnostic est posé et qu'on s'est rendu compte que l'enfant ne présente pas une autre pathologie qui pourrait empêcher votre travail. Aurait un mauvais pronostic sur sa vie. Donc nous intervenons à la première semaine de vie de l'enfant. Donc on commence avec des plâtres successifs. Avant de poser les plâtres, on fait des manipulations très douces. Ça, c'est la méthode de Ponseti. Donc, nous utilisons la méthode de Ponseti. Et la méthode de Ponseti nous recommande de commencer assez tôt, parce que là, l'enfant... Déjà, il faut rappeler que le pied beau, c'est une malformation qui touche les os, les ligaments et les muscles également. Donc, parce que l'enfant est tout jeune, nous commençons par des petites manipulations. Et puis, on va caler ces manipulations avec des plâtres successifs. Et par après, quand on parle de piébovarus équin, ça a plusieurs composantes, comme le docteur l'a dit. On a une composante du pied qui va vers l'intérieur et puis une autre composante du pied qui va vers le bas. D'accord? Donc, on fait des plâtres successifs pour corriger la composante du pied qui va vers l'intérieur pour emmener vers l'extérieur. Une fois qu'on réussit à avoir un pied qui va suffisamment vers l'extérieur, là, on va demander l'aide d'un chirurgien pédiatre
ou alors un chirurgien formé dans la section du tendon d'Achille. Et puis on va sectionner le tendon d'Achille. On va remettre un autre plâtre pour permettre la cicatrisation du tendon. Et par après, donc c'est 3 semaines après, on va enlever le plâtre et l'enfant va commencer avec les attelles. Les attelles se portent nuit et jour pendant 3 mois, donc 23 heures sur 24. L'enfant a 1 heure de temps pour prendre son bain. La maman peut fractionner en 2 ou en 3, ça dépend d'elle. Et par après, après les 3 mois, l'enfant portera les attelles uniquement la nuit parce que nous savons que pendant que l'enfant dort la nuit, on dort généralement dans des positions très rétractées. Et puis la nuit, les muscles assez forts prennent position de notre corps et ramènent notre corps en flexion. Donc on va porter les attelles à l'enfant la nuit et pendant les siestes, jusqu'à l'âge de 4 à 5 ans, parce que toujours avec Ponseti, ceux qui ont commencé à travailler avec Ponseti pendant très longtemps ont fait des recherches et se sont rendus compte que dans l'organisme de ces enfants qui présentaient le pied beau, il y aurait une gène qui serait à l'origine de la récidive. Parce que quand on mettait les plâtres et puis on mettait les attelles 1 année, 2 années, on se rendait compte qu'au bout de 2 ans, 3 ans, on recevait également ces enfants en clinique parce que la déformation est revenue. Donc, ils se sont rendus compte qu'au bout de 4 chez certains enfants et au bout de 5 ans chez d'autres, ce gène-là disparaissait. Donc, raison pour laquelle nous, on a pris l'initiative de porter les attelles aux enfants jusqu'à l'âge de 5 ans. Donc, après les 3 premiers mois où l'enfant porte les attelles la nuit et le jour, l'enfant continue à porter les attelles la nuit et pendant les siestes. Alors, la maman voudrait justement comprendre qu'au bout de ces 5 années, son enfant aura les pieds normaux. Je veux dire, il n'y aura plus de problème de pieds beaux. Je peux rassurer la maman, ça fait pratiquement 5 ans que je corrige les pieds beaux. Et sous la main, j'ai une 30aine de patients que je suis, que nous suivons. Je ne vais pas dire que nous suivons. Et le suivi que nous faisons, nous suivons les patients à la loupe, effectivement, pour éviter ces récidives. Ouais. Docteur Emma, je vous ai vu secouer la tête tout à l'heure lorsqu'elle développait cette façon de prendre en charge les pieds beaux. Les deux façons se valent, hein. Les deux façons dans la littérature, les deux procédés se valent, se font. C'est simplement respecter la méthodologie, la technique qu'on a utilisée, soit commencer tôt, soit attendre 6 mois avant de pouvoir recommencer la rééducation. Ça, on peut adopter l'une ou l'autre méthode. Oui. Alors, je pense qu'il y a également un autre volet important, même si on l'a déjà dit ici sur ce plateau, on devrait davantage le faire, avec ces jeunes mères qui, hormis les difficultés sociopolitique que l'on observe, l'environnement sociopolitique qui n'a pas permis en tout cas à cette jeune mère de pouvoir suivre les visites prénatales de façon normale et aussi question d'argent. Mais il y a quand même que lorsqu'une jeune fille est enceinte, il y a des préalables qu'il faut respecter. Il y a des préalables qu'il faut respecter, ça c'est vrai. La grossesse, c'est pas quelque chose d'assez banal. Je pense que c'est la situation dans laquelle une femme va donner naissance à un enfant, à un être humain. Un être humain, c'est quelque chose d'inédit, de fabuleux dans une société. Alors, ce serait quand même dommage qu'on continue aujourd'hui encore à suivre des grossesses ou à faire des accouchements comme si on était au 19e siècle. C'est franchement dommage. Si on met de côté l'aspect sociopolitique, puisqu'on revient dans une région où tout est désordonné, c'est malheureux quand même qu'on rencontre encore des mamans, des jeunes mamans qui font des accouchements sans que des grossesses soient suivies. Je ne vais pas franchement mettre le facteur âge ici. Elle a 18 ans, elle n'est pas seule, elle vit quand même avec quelqu'un qui l'aide dans cette aventure-là. Malheureusement, c'est une grossesse qui n'est pas du tout suivie. C'est vrai, c'est le pied beau qu'on a ici, dont on dit qu'on va corriger,
mais cela pourrait être une autre malformation assez gravissime, cela pourrait être une autre pathologie assez gravissime qui aurait même pu emporter la vie de la maman, alors qu'on aurait pu prévenir ce genre de choses en suivant des consultations prénatales tout à fait normalement. Je rappelle que selon l'OMS, la femme enceinte a droit à au moins 4 consultations prénatales. En général, 4 consultations prénatales quand on se retrouve dans des coins reculés. Mais en ville, généralement, c'est une consultation par mois. Cela permet d'être plus proche, d'être au contact de la femme et de la suivre, de détecter assez rapidement les petites anomalies qu'on peut avoir, aussi bien sur la maman que sur le bébé. En détectant les anomalies sur la maman, on peut prévenir celles qui peuvent arriver chez le bébé. Donc, nous ne cesserions, en tout cas nous gynécologues, de battre de sorte que toutes les femmes qui sont enceintes, qu'elles soient suivies assez étroitement. Même si elles se trouvent dans des coins les plus reculés, qu'on ait au moins une sage-femme qui puisse prendre le battement cardiaque, qui puisse rechercher l'albumine chez cette patiente-là, afin d'assurer un accouchement dans des conditions optimum. Ce qui n'est malheureusement pas le cas dans nos villages, dans les coins assez reculés, où on devrait faire la formation, envoyer des sages-femmes pour pouvoir prendre en charge ces jeunes mamans et même bien les autres femmes. Parce que, je parle bien des autres femmes, parce qu'on a aussi cette habitude de rencontrer des multipas, celles qui ont accouché un certain nombre de fois, qui disent « je suis déjà expérimenté, ce n'est pas la peine que j'aille à l'hôpital ». C'est une grosse erreur, parce qu'à chaque âge, à chaque gestité, à chaque parité, il y a des inconvénients et des anomalies qui peuvent survenir au cours de la grossesse. C'est important de le dire. Oui. Alors, Adolphe, on constate également que ça peut être... C'est vrai qu'on a évoqué le volet environnement. Et il y a également que ce sont pratiquement des adolescents qui sont, même si le père de l'enfant a 22 ans aujourd'hui, mais la mère a 18 ans, il y a un zeste d'ignorance quand même dans ce qui peut donner le résultat que nous avons aujourd'hui. Tout à fait. Donc, il y a la question de la parentalité qui se pose pour ces jeunes-là qui ont donné naissance à un enfant sans forcément que cela veuille dire ou que cela signifie qu'ils sont devenus des parents. Mais avant ça, par rapport aux explications qui sont données, qui sont avancées sur les raisons qui ont fait qu'il n'y a pas eu de visite prénatale, il faut noter également certains facteurs d'ordre psychologique. La première chose, c'est que il est possible, surtout chez des filles jeunes comme cela, qui est ce qu'on appelle un déni de grossesse. S'il y a un déni de grossesse, elle peut ne pas percevoir elle-même ou prendre en compte les signes de la grossesse. Dans certains cas, elle peut ne pas non seulement percevoir les signes de la grossesse, mais ne pas avoir un corps qui se transforme autant que cela devrait l'être. Et si on voit que dans la description qui est faite de son histoire, on voit que c'est des personnes qui ont été plus ou moins abandonnées à eux-mêmes et qui n'ont peut-être pas bénéficié des conseils que les uns et les autres, les parents, auraient pu leur donner en ce moment. Donc, donner naissance à un enfant ne veut pas nécessairement dire qu'on est devenu parent. Et vous posez la question de savoir comment est-ce que cela peut se passer pour deux personnes aussi jeunes qui doivent comme ça faire face aux responsabilités, faire face à tout ce qu'implique le rôle de parent. Vous voyez, leur âge déjà, au niveau de leur âge, il faut comprendre que, vous avez dit que c'est des adolescents. On peut dire ça comme ça. Et par rapport à ça, ils ont des besoins, ils ont des conflits, ils ont des défis qui sont d'abord liés à leur âge, à leur état d'adolescent. Ils n'ont pas fini de régler nécessairement leurs propres problèmes pour être suffisamment disponibles, pour être suffisamment sereins dans l'optique de prendre en charge, de s'occuper correctement. Est-ce que c'était une grossesse voulue aussi? C'est une question qu'on va également se poser. Parce que, effectivement, lorsque les personnes sont très jeunes, il faut se poser la question, est-ce que c'était une grossesse voulue? Quelles sont les conditions dans lesquelles la conception a eu lieu?
Mais il faut se demander, s'interroger aussi sur les rapports que les jeunes ont eus avec leur entourage, les rapports qu'ils ont eus. Quelqu'un a parlé en disant qu'ils devaient normalement se trouver à l'école. Ce qu'on va constater souvent, c'est que la grossesse n'arrive pas de manière fortuite chez les jeunes, chez les adolescents. C'est souvent l'aboutissement d'un processus où on va noter un ensemble de problèmes, que ce soit au niveau de leur comportement, dans leur relation avec les parents, et quelquefois, on va noter même qu'il y a eu déjà un désinvestissement de l'école, par exemple. Et là, on était en situation de crise où tout est bouleversé, et comme l'infirmier le disait, ça crée un terrain peut-être aussi favorable à tout cela. Donc, être parent, c'est un passage, il est même prévu, quand on parle de parentalité, on dit c'est un ensemble de réaménagements, c'est-à-dire que l'adulte, on ne parle même pas de l'adolescent, l'adulte qui était seul, qui a eu un enfant, à un moment donné, doit changer certaines choses dans sa vie pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir répondre aux besoins de cet enfant. Donc, si c'est déjà difficile pour un adulte d'effectuer tous ces changements, tous ces réaménagements qui devraient lui permettre de jouer son rôle, jouer efficacement son rôle de parent, ça l'est encore plus pour un adolescent. Vous comprenez? Donc, c'est une situation qui est doublement compliquée à cause de l'âge de ces jeunes qui, normalement, sont à un âge où ils ont des besoins tels que... Elle se surprend un peu dans sa posture de mère. De mère. Elle a besoin de se sentir libre. Elle a besoin de liberté, elle a besoin d'émancipation, elle a besoin de s'occuper d'elle-même. C'est ce qui se passe à cet âge-là, à l'adolescence. Mais une mère doit se préoccuper entièrement de son bébé. Il y a ce qu'on appelle, il y a un état de sensibilité très avancé que les mamans développent vis-à-vis de leur enfant, à tel point que quelquefois, quand on est dans une relation de couple, le mari peut se sentir délaissé parce que la maman va être extrêmement sensible et préoccupée par le bien-être de son enfant. Et ça, à l'adolescence, on ne peut pas garantir ça. Docteur Manteau, Pauline, vous avez à éduquer les jeunes mères ou les mamans, puisque après l'accouchement, c'est votre rôle de les encadrer en même temps. Est-ce que vous arrive de donner des conseils justement à ces jeunes mères? Et lorsque vous regardez celle qui est avec nous ce soir et son bébé, c'est un peu ça? Exactement. Quand on prend en charge un nouveau-né, habituellement, c'est d'abord la prise en charge maternelle. Pourquoi? Parce que le nouveau-né, lui, il est nouveau, il vient d'arriver. Il arrive peut-être dans un environnement parfois méconnu, non maîtrisé par les parents et particulièrement par la mère. Ça veut dire que toutes les découvertes, elle les fait en même temps que le bébé est là. Ça fait en sorte qu'il faut une sorte de préparation, une sorte d'accompagnement. Donc chaque fois que j'ai des mamans, par exemple, qui présentent dont les enfants ont des malformations, j'ai l'habitude de leur dire, le bébé s'aime déjà comme il est. C'est à vous de lui montrer qu'il est beau. Voilà, quand j'ai vu le bébé ce matin, j'ai dit à la maman, ton fils est très beau. Il est beau, ses pieds peuvent être corrigés. Le résultat, ça dépend du regard que vous portez sur votre bébé. Qu'est-ce que la maman doit faire, par exemple, surtout pour ce cas, par exemple? Comme on dit, un bébé qui présente une malformation des pieds, comme dans ce cas, de prime abord, la prise en charge doit être faite sur place. Il faut que la maman soit disponible. Donc, il faudrait qu'on trouve un moyen pour que la maman soit dans les environs de la prise en charge afin que la régularité reste et que, comme a dit la collaboratrice, que le résultat soit efficace dans un bref délai. Oui. Et puis, pour l'accompagnement psychologique, il faudrait que la maman continue à garder le même regard de beauté sur l'enfant afin qu'elle puisse elle-même accepter la malformation et, comme on dit, supporter le résultat. C'est-à-dire dire à l'enfant chaque fois qu'il est beau. Si, tout à fait. Prendre soin, pas comme un enfant qui est malade. Parce qu'habituellement, elle cache les pieds,
Elles viennent avec des chaussettes, des chaussures, elles protègent ou elles enveloppent dans des couvertures parce qu'elles se disent, voilà, la vaccination, une autre maman peut voir, ça peut faire un certain impact. Et puis moi, je leur dis non. Quand vous cachez, ça veut dire que vous-même, vous ne supportez pas de voir. Par contre, quand vous montrez et que l'enfant est en train d'être pris en charge, puisque comme on dit, les spécialités sont nouvelles, la chirurgie pédiatrique se développe, accompagnée de la kinésithérapie, les résultats sont très améliorés. Donc ça veut dire qu'elle a beaucoup de chance, elle doit positiver, puisque dans le but de la prise en charge, puisque nous, quand on prend en charge, on définit toujours un but. En dehors de la correction qu'on va obtenir, on dit qu'il faut rassurer les parents. Il faut que les parents puissent accepter, puissent accompagner la prise en charge afin que le résultat, comme on sait dans toutes les malformations, la récupération n'est pas à 100%, ce qui va de soi, puisque c'est congénital, mais la récupération est acceptable. L'enfant peut se retrouver dans des chaussures, confortablement. Personne ne saura qu'il a des pieds beaux. Donc, déjà corrigé. Alors, cette éducation, Dr Emapi, se fait pendant que la maman est enceinte ou alors lorsque l'enfant est déjà né? Et quand c'est possible, il faut la commencer quand elle est encore enceinte. C'est-à-dire que si on a pu faire le diagnostic anténatal, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça permet d'anticiper sur la prise en charge. C'est-à-dire qu'on va lui dire, bon, voilà, il y a un petit problème, mais rassure-toi, c'est pas grave, ça va se corriger. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on amène la maman à pouvoir comprendre qu'il y a ce problème et que ce n'est pas grave et qu'elle doit pouvoir aimer son enfant. Donc, ça dépend aussi du regard que les autres portent sur l'enfant. C'est-à-dire que l'équipe d'accouchement, l'équipe qui a accouché, si on est triste, et ça joue parce qu'en général, elles sont en train de lire dans nos yeux. Quand elles regardent, même quand on fait l'échographie et qu'on vous soucie un tout petit peu, elles se posent la question. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut éviter, que nous évitons. On a toujours un sourire, on leur fait comprendre que l'enfant, il est beau. On le porte avec nous pour qu'elle comprenne que non, ça, bon, ok, s'il porte, en réalité, il a raison, il n'y a pas de quoi s'en faire. Et très généralement, je pense que le message, il passe et elles aiment leur bébé. Le docteur dit quelque chose d'assez pertinent, c'est qu'elles ont tendance à cacher. Mais nous, on dit non, c'est pas la peine de cacher. Nous, on sait, toi, tu sais. Pourquoi est-ce que tu vas cacher? Moi, ça va aller, donc c'est pas la peine de cacher ce genre de choses-là. Parce que ne pense pas que tout le monde va regarder ton bébé en se moquant de lui. Non, c'est un beau bébé, il ne faut pas seulement voir l'aspect. Là, il y a d'autres éléments qui sont un peu plus importants. Et le bébé te sourit, il faut lui répondre par son sourire, il faut lui transmettre le sourire. Et puis, les émotions que vous avez, ça, vous les lui transmettez. Déjà dans le ventre, ça, on le leur dit. Lorsque vous êtes triste, le bébé il ressent que vous êtes triste. Quand vous êtes gai, le bébé ressent que vous êtes gai. Donc c'est important que vous gardez sur une bonne mine pour pouvoir transmettre ça à l'enfant. On a souvent vu des femmes enceintes nerveuses toute la journée. Donc il faut éviter ça, quoi. Oui, ça c'est vrai, il faut éviter. Même lorsque il y a un petit conflit avec le mari, ça le bébé il le ressent. Ça. Alors, Adolphe, peut-être autre chose aussi. On a également écouté l'infirmier tout à l'heure qui dit, lorsqu'on annonce au papa de l'enfant que son bébé est né, il est tout joyeux, mais le médecin vient lui dire par après que non, il ne faut pas seulement être... vous avez un bébé, mais il a quand même un problème. Le problème ici, c'est qu'il a une malformation. Et il pleure. Qu'on peut dire qu'on part de la joie à la tristesse. C'est aussi... oui, tout à fait. Si on imagine que cet enfant-là est le fruit d'un projet d'enfant, d'un désir d'enfant, ce qui n'est pas sûr, mais si on imagine quand même que ces deux personnes ont désiré avoir cet enfant, ça veut dire qu'ils ont fait des projections. Ça veut dire qu'ils se sont imaginés comment cet enfant-là qui allait naître devait être, à quoi il allait ressembler, qu'est-ce qu'il allait pouvoir faire, quelles seraient ses capacités, et peut-être même sont allés plus loin et se dire il jouera tel rôle, il sera un tel dans notre famille. Donc maintenant, ils n'ont pas eu la possibilité, pour une raison ou une autre, de faire des examens anténatales qui auraient pu leur permettre de déjà être préparés à ce que ce qu'ils s'imaginaient, ce n'est pas véritablement ce qu'ils auront, du moins dans un début. Parce que l'enfant va naître avec des difficultés, avec une malformation. Donc il y a donc ce décalage entre l'enfant qu'ils ont imaginé
Et l'enfant qu'on leur présente, qui fait un choc, ça les rend tristes. Et là maintenant, ils s'engagent dans un processus où il faut faire le deuil de ce qu'ils s'étaient imaginé, non seulement comme enfants qu'ils allaient avoir, comme rôle de parents, comme parcours qu'ils allaient devoir effectuer pour la prise en charge et le suivi de cet enfant. Tout est à repenser. D'abord, commencer par accepter l'enfant qui est en face, parce que dans des situations comme ça, lorsque les parents n'ont pas la chance de bénéficier de toutes ces consultations, quelquefois, il y a un sentiment de culpabilité, il y a un sentiment d'incompréhension qui peut les amener même à être découragés. À se rétracter. Voilà. D'accord. Et dans ces cas de figure, ce qui risque de se passer, mais ce ne sera pas le cas pour celle-ci qui est venue jusqu'ici, c'est de voir des personnes qui gardent très longtemps un enfant à la maison jusqu'au jour où ils sortent de ce deuil-là, jusqu'au jour où ils sortent de cet état d'abattement-là et se disent il faut qu'on cherche une solution. Alors ici, il y a déjà plusieurs problèmes. On sait déjà l'environnement sociopolitique qui n'est pas favorable. Et ils n'ont plus le mari, par exemple, le père de l'enfant n'a plus de travail. Lui qui avait une boutique qui est parti en fumée. Et la maman qui devrait certainement aller à l'école, mais qui n'est plus allée à l'école. Et là, même si l'enfant devrait leur donner la joie qu'ils attendaient, aujourd'hui, avec ce cas, cette joie s'est émoussée finalement. Oui, vous relevez le fait que déjà l'enfant qui est né est différent de ce qu'il s'imaginait, mais en plus de cela, dans leur devoir de parents, il y a un certain nombre de difficultés qu'ils vont rencontrer du fait de ne pas avoir des moyens financiers pour répondre aux besoins en termes de prise en charge de cet enfant-là. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui doit être très difficile à vivre. Ce savoir jeune, sans ressources personnelles, sans ressources propres, déjà pour assurer pour l'éducation d'un enfant, mais en plus d'un enfant qui a besoin probablement d'une prise en charge assez complexe. Donc là, ils doivent se sentir véritablement sous, je ne vais pas dire un poids, mais ça doit être une situation très difficile à gérer pour ces jeunes. Alors, Joséphine, alors, vous avez un rôle important à jouer dans le cadre de la prise en charge de ces enfants qui naissent avec des pieds beaux, par exemple. C'est que si vous n'êtes pas là, c'est dire que des choses ne peuvent pas évoluer. Merci, Monsieur Flavien, pour la parole. La prise en charge... Non, je ne vous avais pas oublié. C'est juste qu'il fallait que je comprenne un certain nombre de choses pour aboutir à la prise en charge d'un enfant pied beau, ça demande beaucoup et du thérapeute et de la maman. Parce qu'en réalité, l'enfant n'est qu'un enfant. Son corps, il a un corps qui l'appartient, mais il ne peut pas prendre de décision, il subit son corps. Donc, pour ce qui est de la prise en charge, on a vraiment besoin, comme le docteur l'a dit, d'une éducation de la maman. La maman doit pouvoir accepter la maladie de son enfant. Et chez nous, par exemple, on part sur la base d'un consentement parce que la prise en charge, elle est assez fastidieuse. Elle demande beaucoup de la maman. Et généralement, on a ces mamans qui refusent leurs enfants. Parfois, à l'hôpital, la maman ne veut pas porter son enfant. Et parfois, c'est un tiers qui vient avec l'enfant parce que la maman dit ça, en fait, c'est pas l'enfant qu'elle attendait. Elle dit, bon voilà, c'est pas l'enfant qu'elle attendait. Donc, quand la tierce personne emmène l'enfant à l'hôpital, on essaye de rassurer la tierce personne et on invite la maman également. Et puis, on essaye de la rassurer. Et puis voilà, et on commence la prise en charge. La prise en charge, elle est assez fastidieuse, comme je l'ai dit. On commence par des plâtres qui sont assez progressifs pour ne pas faire mal à l'enfant, pour tirer tout doucement sur ces structures
tels les ligaments, les muscles, les tendons. On tire tout doucement pour une correction assez progressive. Et également, ça demande beaucoup de la maman parce que ces plâtres qu'on pose sur le pied de l'enfant, c'est la maman qui doit les garder. Et la surveillance du plâtre, ce n'est pas assez facile également. Généralement, c'est l'infirmière qui contrôle les plâtres. Mais maintenant, on va mettre en plâtre à un bébé et on va rentrer à la maison. Parce que la prise en charge, elle est ambulatoire. D'accord. Je reviens à vous dans un instant. Le temps d'écouter un peu Dr Manto. Est-ce qu'il y a une chirurgie à faire, par exemple, dans cette prise en charge d'un enfant qui souffre des pieds beaux? Oui, chez les enfants qui présentent les pieds beaux, comme dans ce cas, de forme bilatérale, connaissant l'étiologie pas forcément bien édifiée, on donne la priorité au traitement orthopédique de prime abord. C'est-à-dire on se donne les moyens de faire ces réductions progressives et habituellement c'est quand l'enfant passe la première année, donc suite à ces réductions, qu'on peut évaluer, puisque c'est l'âge de la marche, l'âge de la verticalisation. C'est à ce moment qu'on peut évaluer, voilà, le résultat est-il satisfaisant, est-il peu satisfaisant et peut-on associer une réduction chirurgicale complémentaire. Alors pour ce cas précis, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire? Traitement orthopédique, comme elle a dit, c'est le traitement de base, on fait des plâtres successifs. Et à une certaine étape, notamment à partir du 4e plâtre, puisque les plâtres se font chaque semaine, à partir du 4e plâtre, on fait un geste chirurgical sous anesthésie générale, qui est un geste à minima, mais sachant que l'enfant ne supporte pas la douleur, de peur de faire des spasmes, on est obligé de faire sous anesthésie générale, donc comme une intervention chirurgicale, mais très bref. Et une fois qu'on l'a fait, on continue avec 2 séries de plâtres, mais pour une durée un peu plus longue, parce que la correction est presque à la phase terminale. Une fois qu'on l'a fait, on fait les étapes, comme on a dit, des chaussures et consorts. Au fur et à mesure qu'on va évaluer, à partir notamment du 7e, du 8e mois, on engage maintenant des manipulations assez rigides, notamment la kinésithérapie, les réductions fonctionnelles. Et puis, en fonction du résultat, puisque chaque pied beau est une histoire particulière. Il n'y a pas un pied beau qui ressemble à l'autre. Les pieds même, les 2 pieds, le gauche et le droit sont différents, les résultats sont différents. Donc ça veut dire qu'on fait une prise en charge à la carte. Donc au fur et à mesure, en fonction des résultats, on complète la prise en charge. Alors vous allez, par exemple, pour cet enfant, évoluer avec les 2 pieds ou passer d'un pied à l'autre de façon progressive? Chez eux, la prise en charge est simultanée, puisque les os croient, ça agrandit. Donc on fait la prise en charge en même temps. Et puis le résultat habituellement est symétrique. C'est-à-dire c'est d'un pied à l'autre. Peut-être pas une netteté identique, mais au moins une correction progressive. Et en fonction de cela, on peut apprécier le résultat et engager d'autres prises en charge. Bon, concernant la prise en charge chirurgicale, elle est un peu invasive. Quand on dit invasive, je veux dire elle est un peu délabrante parce qu'elle donne des cicatrices. Et vous savez, chez les enfants, quand on opère, il faut justifier la cicatrice. Moi, j'appelle ça justifier. On ne donne pas des cicatrices qui sont non nécessaires. Pourquoi? Parce que c'est un enfant, comme il a dit. Avec le temps, il faut accepter son corps. Quand ils font des crises d'adolescence, par exemple, il faut justifier pourquoi on a fait une chirurgie, par exemple, au niveau du ventre, au niveau de la cuisse, parce que leur regard sur leur corps change. Donc c'est pour ça qu'en chirurgie pédiatrique, on fait un peu de chirurgie esthétique. C'est-à-dire les cicatrices sont beaucoup plus fines, minimes et uniquement nécessaires. Donc chez eux, par exemple, chez cet enfant, avec le temps, vu l'évolution, il est en grade 3, c'est-à-dire souple mais peu flexible. Donc dans ce cas, habituellement, après 1 an, on fait une chirurgie au niveau de la plante de pied parce qu'il y a des noyaux fibreux qui se sont constitués pour bloquer les tendons. Donc on fait une légère libération sans toutefois trop en faire. Pourquoi? Parce qu'après une chirurgie, il y a une cicatrice. Une cicatrice qui a encore une fibrose, qui est une rétraction. Donc il ne faut pas faire plusieurs chirurgies en même temps. Alors, vous êtes à la tête d'un service qui s'occupe justement des pareils cas. Est-ce qu'on peut espérer que cet enfant vienne chez vous? Tout à fait. Le service est approprié vu le cadre hospitalier, qui est quand même un hôpital de référence.
le plateau technique y est. C'est habituellement une connaissance beaucoup plus scientifique. Donc, ce n'est pas forcément un matériel spécial qu'il faut pour cela. Donc, c'est une connaissance scientifique. Donc, ce sont les hommes qui sont nous et puis elle qui va nous accompagner. C'est vrai qu'à l'hôpital, on a un service de kinésithérapie. Bon, ils nous accompagnent souvent pour la prise en charge. Mais maintenant que nous sommes ensemble, je pense qu'on va augmenter la sphère, hein, parce que sachant qu'il n'y a pas de chirurgien pédiatre partout, pas à Nilon. Donc, avec elle, on va voir. Alors, vous n'êtes pas nombreux au Cameroun, il faut le rappeler. Tout à fait, nous sommes encore en minorité. C'est-à-dire combien? Moins de 10 pour tout le Cameroun? Oui, je pense que nous sommes moins de 10. Mais néanmoins, nous sommes quand même déjà efficaces parce qu'on réussit à défendre un peu la spécialité et surtout à se faire représenter. Ah oui. Alors, donc, on va davantage vous exploiter. Quand je dis exploiter, c'est-à-dire davantage vous avoir sur des plateaux, édifier, informer, éduquer également la population. Tout à fait. Merci de donner cette opportunité. Alors, Dr Mapi, on comprend maintenant que c'est une prise en charge multidisciplinaire, comme c'est souvent le cas avec d'autres pathologies. Oui, comme c'est le cas avec d'autres pathologies, c'est une prise en charge multidisciplinaire qui va demander l'apport du chirurgien pédiatre, l'apport de la kinésithérapeute, l'apport du psychologue. Bon, nous, on est déjà en retrait, on a déjà accouché, on le laisse faire ce travail-là. Oui. Notre rôle, c'est simplement accompagner la maman, l'appeler de temps en temps, savoir comment est-ce que le bébé va. Ça leur remonte à ce que nous faisons aussi généralement. Elle aura besoin de conseils en même temps. Bien évidemment, voilà. Ça, elle en a besoin. Et vous avez un rôle important à jouer. Le psychologue clinicien, par exemple, tout commencerait certainement par vous. Oui. Si on veut suivre les choses dans l'ordre, peut-être. Oui, dans l'idéal, dans une situation où on a une jeune fille qui est enceinte, un accompagnement psychologique, quand c'est possible, devrait déjà être mis en place. Parce que, comme je l'ai dit, il faut prendre en compte le fait que c'est une personne assez jeune qui n'a pas encore nécessairement atteint la maturité nécessaire pour devenir parent, parce que c'est un processus maturatif. Ce n'est pas donné d'emblée. Et qui peut-être est enceinte sans avoir véritablement désiré l'enfant, ou peut-être a désiré l'enfant pour une raison qu'il faut explorer. Parce que quelquefois, il y a tellement de conflits entre les ados et leurs parents et leur entourage, que la grossesse peut souvent être, ou l'enfant peut souvent être quelque chose qui doit venir montrer qu'ils sont déjà des adultes qui sont déjà majeurs. Mais cela ne veut pas nécessairement dire qu'en ce moment-là, ils prennent conscience du fait que c'est à un enfant qu'ils vont donner naissance et qu'il y aura un certain nombre de choses qu'ils vont devoir gérer en tant que parents. Oui, donc il y a cet accompagnement. Maintenant que l'enfant est là, il faut, et si elles n'ont pas été préparées, il faut toujours un accompagnement, n'est-ce pas, dans les pratiques, hein, pour les aider, n'est-ce pas, dans au quotidien, dans la relation avec l'enfant. La kiné a dit tout à l'heure qu'il y a parfois une attitude de rejet. Hein? La jeune dame dans le reportage a dit « je pleure ». A priori, on pourrait penser qu'elle pleure à cause des pieds seulement, parce qu'elle veut que l'enfant retrouve une posture normale au niveau de ses pieds. Mais il y a aussi que il y a le rejet par rapport à ce qu'elle s'attendait à voir comme enfant et le constat qu'elle fait, hein, et qui est difficile à accepter. Le regard des autres aussi. Voilà. Le regard des autres à plusieurs niveaux. Le regard des autres parce que la société n'est pas nécessairement toujours bien informée sur ces problèmes de santé et ils peuvent porter un regard culpabilisateur ou bien un regard qui donnerait l'impression à la mère, à la jeune fille, qu'il y a quelque chose d'anormal qu'elle aurait fait, elle a une responsabilité par rapport à ceci ou par rapport à cela. Et plus tard, la société est là un peu, l'entourage est là un peu pour surveiller en quelque sorte, hein, et quelquefois dire mais ton enfant, on attendait à ce qu'il s'asseye, il ne s'assoit pas, pourquoi?
Alors, attendez à ce qu'il marche. Pourquoi il ne marche pas? Et ces questions-là, ce regard-là qui se répète, qui est posé sur le parent, va avoir un impact plutôt psychologique important. D'accord. Alors, Niecho Joséphine Aimé, vous intervenez pratiquement à la fin de tout ce processus, c'est-à-dire après le diagnostic, après tous ces examens qui sont menés, s'il y a une chirurgie à faire, vous intervenez vers la fin. Je vais revenir pour dire que, comme le docteur l'a si bien dit, il y a plusieurs méthodes. Il y a plusieurs méthodes de prise en charge, mais la méthode que nous utilisons à l'hôpital de district de Nilon, c'est la méthode de Ponseti. Ceci, nous on prend le patient dès le... Nous intervenons du début à la fin. Okay. Voilà, donc dès que le patient est né, une semaine après, on commence les prises en charge. Donc, contrairement à la méthode du docteur, nous utilisons la méthode de Ponseti. On commence par les plâtres successifs. Après les plâtres successifs, on fait la ténotomie qui consiste à sectionner le tendon, une petite chirurgie, mais cette fois-ci pas sous anesthésie générale, mais une anesthésie locale. Là, ce n'est pas un acte du kinésithérapeute, mais soit d'un chirurgien pédiatre, soit un chirurgien formé à la circonstance. Et par après, sur cette chirurgie qui a été faite, nous posons un autre plâtre, mais qui ne sera pas enlevé une semaine comme les autres. Un plâtre qui va durer 3 semaines. C'est à la 3e semaine qu'on va enlever le plâtre et l'enfant va commencer avec les attelles. Ouais. Donc nous intervenons dans tout le parcours. Et ça, c'est une formation assez spéciale ou alors assez spécifique parce que le kinésithérapeute à l'école de formation voit comment on soigne les pieds-bots, mais ça ne suffit pas pour pouvoir le prendre en charge sur le terrain. Donc, il faut une autre formation supplémentaire dans ce domaine pour lui donner les capacités ou alors des armes pour pouvoir prendre en charge ces pathologies. Alors, vous parlez depuis là, vous à Nilon, ça veut dire que vous avez une association? À Nilon, on a un service de pieds-bots. Okay. Ça s'appelle la clinique du pied-bot. Si je n'exagère pas, je crois que c'est la clinique nationale du pied-bot. Voilà. Donc, depuis 2018, après le départ de Mercy Ship, parce que je suis entre autres les cliniciens que Mercy Ship a formés. Donc depuis leur départ, on a recommencé à corriger les pieds-bots. Mais alors, vous restez simplement à Nilon, il y a des cas partout au Cameroun. Étendez-vous aussi, allez à l'est par exemple ou à l'ouest? La prise en charge du pied-bot au Cameroun, avec l'aide d'une petite organisation que je ne vais pas dire le nom ici, on a plusieurs unités de prise en charge dans presque tout le territoire national. D'accord, merci. Niecho Joséphine Aimé, vous êtes kinésithérapeute et merci d'avoir accepté notre invitation. On sait déjà qu'est-ce qui attend, qu'est-ce qu'on doit faire pour cet enfant et peut-être bien d'autres aussi qui sont en train de le suivre en ce moment. Merci à vous, docteur Manto Pauline, épouse Fando. Vous êtes chirurgienne pédiatre et chef service de chirurgie pédiatrique à l'hôpital La Quintini de Douala. Vous allez certainement nous accompagner dans la prise en charge de ce bébé. C'est une promesse que vous venez de faire également. Et en passant, on va dire un bonsoir à votre directeur tout nouveau. Merci également. Alors à vous, docteur Emapi, vous êtes à l'écart. Peut-être des conseils simplement pour cet enfant. Merci également d'être venu. Oui, on l'a déjà accouché, juste des conseils. Donc, on se met effectivement à l'écart. Je vais souhaiter simplement que peut-être pas souhaiter dire à cette maman de ne pas se décourager, d'être assez courageuse, de croire en la guérison de son bébé, à elle et et au père de l'enfant. Parce que on a quand même de très bons spécialistes sur le plateau qui vont bien prendre en charge ce bébé. C'est vrai que très généralement à l'accouchement, elles sont très tristes malgré tout le réconfort qu'on leur apporte, mais après c'est le sourire, hein, c'est le sourire.
J'imagine que depuis le début de ce tour de table, elle retrouve peu à peu le sourire. Le papa de l'enfant essaie de le faire de temps en temps depuis que nous sommes là. Merci déjà, Dr Mapi, d'être venu également. À vous et Comé Adolphe également. Merci aussi d'être venu. Vous êtes psychologue clinicien et psychomotricien. Tout à fait, merci à vous. Avec votre secret sur la prise en charge du stress. Du stress aussi. Voilà, des conséquences du stress sur la santé. Oui. Donc j'ai développé un ensemble de solutions qui consistent en des séances de relaxation guidées. Et c'est des solutions qui sont qu'on peut retrouver en utilisant une application également qui a été créée pour faciliter justement cette utilisation-là. Merci à vous, chers messieurs et dames, d'être venus sur ce plateau. Nous allons dire merci à ceux qui regardent ce programme jusqu'à la fin d'ailleurs, puisqu'il y a encore d'autres cas que nous allons vous proposer, des cas qui sont déjà passés sur ce plateau et qui sont en clinique et qui ont davantage besoin de moyens financiers, puisqu'il le faut également pour cet enfant. Il ne faut pas qu'on oublie que, comme d'habitude, que des hommes de bonne volonté accompagnent. Bien sûr, cette prise en charge. Si ce bébé est venu ici, c'est parce que, on a très bien compris, il vient de très loin. Leurs parents ont marché des kilomètres pour le faire venir au monde. Et là, il est dans cette situation. Je pense qu'on a besoin qu'il soit aidé, qu'on l'aide à pouvoir marcher sur ses deux pieds comme tous les autres enfants de leur âge plus tard. Merci. Donc, on a vraiment besoin de ces bonnes volontés. Merci. Les hommes de bonne volonté qui suivent religieusement ce programme et qui sont davantage nombreux à suivre également cette émission. Merci à vous. Et nous allons marquer une autre pause en vous proposant ce reportage. Et juste après, nous allons accueillir Irène. Ça commence comme ça. Elle ne part même pas. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de mère. Je chante pour les amours perdus. Assis tout seul à l'entrée du domicile, avec son visage d'enfant, teinté du regard qui dégage la pitié, cette créature qui n'a pas beaucoup connu la chaleur de ses géniteurs est depuis l'âge de 4 ans orphelin. Le père est décédé en 2015. Quand la mère mourait, l'enfant avait 4 ans ou 5 ans. Sa maman était morte là-bas dans la chambre. C'est nous qu'on l'a entaché. Et on était seulement les femmes, nous seuls. C'est après sa mort, quand on était parti à Mbanga pour enterrer sa maman, que sa grande sœur était venue avec les enfants là. Ils sont beaucoup. Mais regardez même la maison, c'est la maison d'une voisine. Ils souffrent beaucoup, Mbombo, même pour manger. Regardez même la maison. Quand sa maman vivait même, sa maman a marché, jusqu'à ce que quand sa mère est morte, sa grand-mère a pris le relève, et même jusqu'à présent, il n'y a pas de suite. Et vous voyez la famille, il n'y a personne. Il n'y a pas l'argent. Des fois même pour manger, il n'arrive même pas à manger. Non. Entre ses jambes, il existe une véritable perturbation de son appareil sexuel. Lawrence en anglais et Laurence en français, le prénom attribué à cet enfant pourrait varier en fonction du choix du sexe dominant. C'est l'hernie qui est entré dans le sexe, ce qu'on appelait sexe là. Il est entré là. C'est entré avant que moi-même j'ai su que l'enfant c'était un homme. Parce que j'ai vu les testicules sortir dans les lèvres qu'on disait que peut-être c'était une fille. C'est à base de ce malaise qu'il a eu là qu'on a vu le testicule. Parce que comme il avait deux sexes, moi je ne savais pas si c'était une fille ou bien c'était un homme. À dire vrai, l'adolescent de 13 ans environ est né avec une série de malformations qui peine à être oubliée par sa grand-mère.
parce que l'enfant n'avait pas l'anus, il n'avait pas le sexe. Il avait seulement un petit trou. Il chiait dans le trou là et il pissait dans le trou là. Bon, vraiment, je ne sais pas comment je vais vous dire. La maman même était décédée, le père était décédé. C'est le temps là qu'on a commencé à l'hôpital général. L'hôpital général a remis l'intestin dedans. Après, il a encore opéré pour arranger son ventre. Après, il a ouvert l'anus. Alors qu'elle avait encore un peu d'énergie, maman Jeannette n'a cessé de faire le tour des quartiers, villes et villages, à la recherche non seulement des explications sur l'état sexuel de son petit-fils, mais également sur des pistes de solutions. Et voilà le cas de Laurence qui est donc en ce moment, qui était déjà sur ce plateau la semaine dernière. C'est un jeune homme qui a beaucoup de problèmes. Et Irène Tembe, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Flavien. Oui, je vous accueille avec ce cas de Laurence qui attend davantage les âmes de bonne volonté pour sa prise en charge également. Il était déjà sur ce plateau la semaine dernière. Tout à fait. Avant d'entamer la lecture des contributions de Laurence, nous allons d'abord faire une brèche sur les différentes contributions que nous avons perçues tout au long de cette émission au sujet du bébé Abanda. Ces différentes contributions sont les suivantes. Famille Tapa, 2 000 francs. Jeunesse Bazou et Amis de Douala, 25 000 francs. Chantal Noël, 5 000 francs. Monsieur Petga Moïse et Madame Petga Rosine, 20 rue des Roseaux en France, 5 000 francs. Bonli Otou Ayou, 1000 francs. Edo Martial Lélé de Nudedo, 1000 francs. Félicité Guiamenye, 2000 francs. Zaché Hubert Chiwa, 2000 francs. Alphonse Diki, 3000 francs. Une parolienne de Douala, 2000 francs. Pour Merveille, 2500. Un frère depuis Ebolova, 500 francs. Temamo Martine, 500 francs. Famille Fokam de Bouddha, 3000 francs. Esther Mobou depuis Biemassi, 1000 francs. Famille Sainte, 5000 francs. PDG depuis Aqua, 2000 francs. Chantal Demieux, 2000 francs. Famille Nouke depuis F Village, 5000 francs. Émile Métaillé, 2000 francs. Gédéon Tatan Fokou, 5000 francs. Hilaire Morel Tachoum, 500 francs. Nuebo Épouse Kamuni, 1000 francs. Pene Yossa Raoul, 600 francs. Teresa Kefor Atabon, 3000 francs. Le Cordeau de Manjo, 2000 francs. Marc Romual Zouombo Yumbi, 2500. Igor Tanguy Boasso, 500 francs. Estelle Yolando Mobu, 1000 francs. David Kemleken Ngo Konga Zembo, 2000 francs. Henri Séverin Tchakou, 500 francs. Ruben Azinui Afunchini, 3000 francs. Pifosso, 9000 francs. Ngomike Agathe Prudence, 10 000 francs. Aboubakar Guimi, 3000 francs. Rosine Kemeni Yumbi, 3000 francs. Pierre Loti Champé, 2000 francs. Catherine Esther Gepedian, 1000 francs. Madame Takama Yaoundé, 2000 francs. La famille Ndja Nicolas Andy, 5000 francs. Madame Ayouk Aurore de Boya, 2500. Régine Jeanne Bia, 5000 francs. Marie-François Ngombok, 1000 francs. Étienne Tudjeu, 10 000 francs. Mbanga Alfred Kwanko, 2500. Kemele Vincent Zou, 1000 francs. Famille Choda Landry à Douala, 1000 francs. Marc de Ndiki, 3000 francs. Mathieu Bou Alice, 2500. Giovanni Cyril Boyomo, 2000 francs. Zena Aman Padimatou, 1000 francs. Degrando Romeo Wansi, 1500. Diane Lormanto, 1000 francs. Nous avons un montant de 162 100 francs CFA pour le compte du petit Abanda. D'accord, ça c'est pour l'enfant, le cas social de ce soir qui est donc en débat pour cette édition. Et là, nous allons évoluer avec la situation financière de Laurence.
Tout à fait. La suite des contributions de Laurence sont les suivantes. Anko, 1000 francs. Bigolino, 1500. Shonko Diomo, 3500. Foko, 2000. Wonze, 5000. Chifo, 1500. Sokenye, 1000 francs. Mamangasop, 5000 francs. Tevele Mayi, 1500. Nambou Pauline Aimé, 1000 francs. Comme Brigitte, 3000. Maman Hortense de Souboum, 1500. Mathieu 1128, 5000 francs. Jean Yumbi Kemwe, 2000 francs. Camille Kene Zoyen, 1000 francs. Bienfaitrice, 5000. Albert Elimbi, 2000. Pulchéry Jean Pounde, 2000. Pulchéry Tchaha, 500 francs. Negden Fotia Louis Romaric, 1000 francs. Chemchou Moussa Aruna, 2000. Madeleine Flore Tougwe, 10 000. Ardine Lonsi, 500. Chendo Fougno Edouard, 1000 francs. Une bienfaitrice Inbona Moussadi Douala, 20 000 francs. Magne Kamge Vanel, 1500. Ludovic Tchenkwa, 3 000 francs. Clovis Kameni, 2000. Sidonine Dor, Mafot Sinyoudom, 2000 francs. Rosine Désiré Choupé Tuendem, 5 000 francs. Augustin Meno, 5 000 francs. Akombo Joseph Neba, 2500. Yvette Ndifo Kemaze Epouzo Wamba, 2000 francs. Philippe Kwese, 5 000 francs. Madame Tchagé à Yaoundé, 25 000. Moutarou Mouamadou, 500 francs. Famille Ntopi à Bafan, 5 000 francs. Kevin Amafo Tedomo, 500 francs. Robert Chine Bonli, 5 000 francs. Valentine Keri Nyungon, 2 000 francs. Nadine Flotazo Bonin, 1000 francs. Numbe Armand, 1000 francs. Emilium, 2000. Une grand-mère à PK14, 1000 francs. Kwedia Dieudonné, 1000 francs. Sylvine Damene Cheza, 1000 francs. Madis Ingrid Makaku, 1000 francs. Olivier Aimé Pobunganwo, 1600. Césarine Bake Kwamen, 3000. Bersikin Basso de Baonté, 1500. Bernadette Medonkam, épouse Ndeko, 2000 francs. Sylvain Tepono, 1000 francs. Imelda Koga Youfayi, 5000 francs. Arcel Nadine Numbisi, 1800. Olivier Tenda, 5000. Edwige Karine Gadjou, 3000. Rosaline Cognier, épouse Nkwe, 2000 francs. Un ambassadeur de Christ, 3000 francs. Une chrétienne catholique de Yaoundé, 3000 francs. Patience Obafei Ousongo, épouse Adjona, 1000 francs. Précieuse de l'Éternel, 30 000. Un donateur, 2000. Jean-Pierre Mezato Josta, 10 000 francs. Catherine Ndjakwa, 1000 francs. Jules Bruno Kemwe, 1000 francs. Marie Lemtadjon, 3000. Fokam Tina, 300 francs. Robin Charlie Sadie Fokam, 5000 francs. Bertrand Boris Kemonye, 1000 francs. Maman Emilienne de Bonabéry, 20 000. Bienfaiteur de Makepe, 1000 francs. Chango John Legwe, 5000 francs. Marie Tata Chouri Josela, 5000 francs. Pauline Lambou, 1000 francs. Chougan Chakunte, 2000. Stéphanie Linda Djumka, 2000. Judith Claire Kenfak, épouse Dombal, 3000. Julienne Miraille Djogen Dormo, 1500. André Chibonga Ngounou, 5000 francs. Priscilla Munchep, 5000. Mafo, 2000. Jules Keya, 1000 francs. Lonchi Adel Ifou, 2000. Paul Tayugala, 5000. Yvonne Ngonjo Wezeke, 1500. Eric Ingrid Soumelon Eoune, épouse Ndoke Ekoume, 1000 francs. Isabella Nadia Noubissi, 1000 francs. Jechonia Henri Chezebeyoko, 5000 francs. Honorine Mandonho, 1500. Alima Laurentine Gofo, 1250. Madeleine Ede, épouse Pegeku, 5000 francs. Jean-Blaise Yumbi Mangwa, 1500. Franck Maché, 1000 francs. Le Cordeau de Manjo, 1000 francs. Marthe Tchadawa, épouse Kete, 2000. Yvette Yochou, 1500. Larissa Metan, 1500. Jean-Bernard Njokwen Njomako, 10 000 francs. Louis de Valor Lipio Chinem, 2500. Julienne Mafo, 500. Nelly Lom Bakam Ouassou, 9 000 francs. Didier Sonkwetala, 5 000 francs. Joséphine Akanyemouele, 5 000 francs. Sandrine Giadem Tegia, 2 000. Oumarou Sanda, 5 000. Loïc Toumbu, 2500. Atem Lorenz à Songa Cap, 5 000 francs. Jeune couple Adjet
à Yaoundé, 1000 francs. Retraite spirituelle des fils et filles de l'ancien Zouango à Yaoundé, 10 000. De Helper, 10 000. Kamse Dimitri, 5 000. Une bienfaitrice depuis l'Allemagne, 50 000. Dorian de Yaoundé de Biemasi Tamtam, 2 000. Madame Chokon Tombopier, 2 500. Maman Hélène de Bassa, 4 000 francs. Anonyme de la cité Sikam, 5 000 francs. Une chrétienne de la paroisse Saint-Joseph de Bonabéry, 10 000 francs. Pour la gloire de Dieu, 2 000. Veuve Dikoumé Missa Marguerite, 5 000. Une maman, 5 000. Une bienfaitrice, 15 000. Madame Gobel Anne-Marie, 5 000. Madame Belle Assamba, 5 000. Diane Larissa, 19 700. Les enfants d'une voisine de la Guinée équatoriale, 7 500. Monsieur Ngandio Pierre à Yaoundé, 3 000. Bienfaiteur de Libreville, 5 000. Patrine Diatsa, 65 000. Maman Christine Dekier à Yaoundé, 1 500. Claire Sidonie de Bonaba, SEM Génie Militaire, 1000 francs. Somme 121, 4 000. Céline de Bruxelles, 5 182 francs. TF, 60 000. Famille Boucher-Germaine, 1000 francs. René K, 5 000. Maman Cécile, 5 000. God is love, 1000 francs. Wamba Voufo, 15 000. Famille Fojo, 15 000. Mekoncho Tanke, 2 000. Ndoum, 2 000. Evine Bandongo, 500. Kenyé, 3 000 francs. Allez m'excuser. Nadine Flore Tazoboni, 1000 francs. Noubé Amand, 1000 francs. Emilium, 2000. Une grand-mère APK 14, 1000 francs. Kwedia Dieudonné, 1000 francs. Sylvie Damenza Tcheza, 1000 francs. Madie Ingrid Makakou, 1000 francs. Olivier Aimé Pombo Nuaro, 1600. Césarine Bakekouamen, 3000. Patience Abefeuille Ousongo, épouse Adjona, 1000 francs. J'ai relu 2 fois, désolée. Marie, vous me donnez quelques minutes. Voilà, oui, je me suis retrouvée. Apparemment. Jaradine Chengou Djaibo, 5 000 francs. Joséphine Nebafonem, 2 000 francs. Regina Princiana Ngepi, 500 francs. Meve Talatala, 1 200. Louise Makoudjou, épouse Sepo, 5 000 francs. Félicité Wenga Wachom, 5 000 francs. Suzanne Hippolyte, 3 000 francs. Philomène Tessa Fofou, 5 000 francs. Cyprien Tanifon Ditem, 2 500. La famille Bakami, 15 000 francs. Enfant Gabriel Emmanuela Joy, 1000 francs. Coco Couture, 10 000. Mélorial de Bonateki, 200 000 francs. Famille Kuichou, 10 Linko depuis Baranté, 3 000 francs. Léna, 5 000. Emandé, 2 000. Stéphanie Sandra depuis Bonabéry, 20 000. Une chrétienne de la paroisse Saint-Paul Saint-Esprit de Bépanda, 3 000. Monsieur Chatman Sal, 10 000 francs. Madame Fomo Berlin, 2 000 francs. Wambo, 1000 francs. Un couple camerounais bienfaiteur aux États-Unis, 300 000 francs. Solange, 5 000 francs. Famille Assanchou, 2 000. Un bon samaritain, 1 500. Maman Marie à Bonabéry, 1000 francs. Emmanuel Wemeyi des États-Unis à Chicago, 50 082 francs. Monsieur Pedgar Moïse et Madame Pedgar Rosine, 20e rue des Roseaux à France, 5 000 francs. À France, il Kilich, 5 000 francs. Sarah Train Donsi depuis l'Allemagne, 100 000 francs. Makulo Charlotte, 3 000 francs. Famille Ekele Jacques, 1000 francs. Madame Téné Ariane, 10 127 francs. Jomeni épouse Chichom Marie Nicole des États-Unis, 50 000 francs. Famille Kameni Clovis de Ndobo, 2 000 francs. Rostand, 5 000. Bienfaiteur du Gabon, 1 000 francs. Baudelaire Shopping du marché chinois à Aqua, 5 000 francs. Njomo Sile, 5 000 francs. Djingwembo, épouse Ngale Nemachowa, 2 000. Famille Takutsin, 10 000 francs. Baye Banem, 4 500. Tala Fodop, 2 500. Jackie Wan, 2 000. Mama Foken, 1 500. Nous avons, pour le compte de Laurens, un montant de 1 573 559 francs CFA. Très bien. Alors, c'est le cas de Laurens qui est donc passé sur ces antennes, sur ce plateau la semaine dernière, tout à fait. Pour demander de l'aide et dans le cadre de sa prise en charge. Alors, il devra sûrement entrer en clinique la semaine prochaine, tout à fait. Puisqu'il fallait quand même un peu de moyens pour sa prise en charge.
Tout à fait. Nous rappelons déjà à nos chers bienfaiteurs que les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran sont les seuls numéros habilités à recevoir vos dons, à savoir le 690 50 50 94 ou le 675 35 25 16. Et bien vouloir préciser par message votre nom, le cas social pour lequel vous avez contribué et le montant contribué. Merci. Merci à vous, Irène, d'être venue. Merci également à vous, Flavien. Et la semaine prochaine, c'est plaît à Dieu. Très bien. Alors, nous allons également dire merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette autre édition de Regard Social. Il y a Georges Mitterrandam, Cédric Chouna, Cédric Nana, Eric Watat, Théo Tchunke, Zéphirin Kondi. Il y a Derek Diator, le bureau de Boya, qui a contribué également à la réalisation de ce programme. Dani Warenzode, le réalisateur des Regards Social. Madame, Monsieur, je suis Flavien Dongo, sans oublier également le public qui est avec nous comme tous les jeudis soirs. Merci également d'être venu. Bonsoir à tous et à jeudi prochain. Equinox Télévision, au-delà de